Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, pour nos auditeurs, spécialiste du renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Alors aujourd'hui, on parle, comme toujours, comme souvent en ce moment, de cette crise ukrainienne et de ses retombées internationales. On va faire un petit point d'abord sur les ressources énergétiques. Oui, parce qu'il y a toute une série d'événements qui se passent, même si ce ne sont pas des événements majeurs. Tout d'abord, il y a l'embargo sur les livraisons de pétrole russe qu'ont décidé les pays de l'Union européenne et les pays d'Amérique du Nord. Donc, ils imposeront des sanctions à tous ceux qui voudront acquérir du pétrole russe au-delà du tarif de 60 € qu'ils ont imposé. Bien sûr, ça a déplaît fondamentalement à la Russie, qui a dit qu'elle ne livrerait plus de pétrole russe à tous ceux qui lui feraient des propositions qui n'étaient pas supérieures à 60 €. Et ça veut donc dire que dans les semaines qui viennent, il n'y aura plus de pétrole russe en Europe et en Occident, et donc on va être confronté à une vraie pénurie. Alors, oui, ça recommence alors. Oui. Voilà, ça commence. Bon, certains pays commencent déjà à tirer de leur côté. Le Japon a commencé à dire qu'il avait un grand projet qu'on appelle Sakhalin 2, sur lequel il n'appliquerait pas ce plafonnement du prix du gaz, en disant que c'était pour lui une question de sécurité énergétique. Donc on voit les premières fissures. Et puis un petit incident que personne n'a relevé. Une explosion a eu lieu vendredi dernier dans le port de Samsun en mer Noire. Et cette explosion s'est produite dans un endroit où c'est le lieu d'atterrage du pipeline qui part de Novorossiysk en Russie. Personne n'en a parlé, personne n'a défini ce qu'était exactement si c'était un incendie ou un attentat, et ça fait bien sûr penser à l'action qui a eu lieu sur Nord Stream 2. Oui, et ça, comment vous l'interprétez, vous, alors, pour le moment ? Et pour l'instant, les Turcs sont restés très discrets sur le sujet. La presse occidentale n'en a quasiment pas parlé, les Russes aussi. Donc, il y a de grandes chances que ce soit un incendie, mais c'est quand même un événement assez troublant pour le signaler. Alors, et puis du côté de l'Union européenne, elle semble se rebiffer un petit peu contre la politique de Washington dans ce domaine énergétique. Oui, sur le plan de l'énergie, on note un mécontentement de plus en plus fort des pays de l'Union européenne, parce que bien sûr, ça a un impact immédiat sur leur industrie et sur leur économie. Et un certain nombre d'observateurs notent que les liens commencent à se fragiliser, notamment autour du mécontentement sur les prix du gaz naturel liquéfié. Et certains Européens commencent à accuser Washington de provoquer finalement cette crise, ou en tout cas de l'exploiter, avec des prix du GNL assez élevé, ce qui vraiment commence à créer un climat de défiance entre les deux parties de l'Atlantique. Alors, l'autre élément qui est très important, c'est les déclarations de Thierry de Montbrial, le créateur et le patron de l'Institut français des relations internationales, dans le journal du dimanche, où pour la première fois, on voit quelqu'un qui est quand même parmi les références des spécialistes en relations internationales en France, demander la création d'une nouvelle architecture de sécurité, et puis pointer très clairement du doigt le fait que les Américains nous ont entraînés dans cette crise, que nous, Européens, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un flanc est de l'Europe qui soit dans une situation chaotique, comme c'est le cas avec l'Ukraine. Et pour la première fois, finalement, après les déclarations d'Hubert Védrine et de Villepin au tout début du conflit, on a un acteur majeur des relations internationales en France qui est extrêmement critique sur la politique de l'UE, et il va jusqu'à dire que le fait que l'Union européenne ait suivi la politique américaine ne fait qu'accroître la dépendance de l'Europe et vis-à-vis des États-Unis, et nous met en situation extrêmement difficile sur le plan des ressources énergétiques. Et il ne fait, je le rappelle, que de confirmer ce que vous énoncez aussi depuis le début sur cette crise. C'est-à-dire qu'il faut aussi être réaliste. Mais en effet, déclaration très importante à lire. J'invite tous nos éditeurs à la retrouver dans le journal du dimanche. C'était donc le président de l'Institut français des relations internationales, Thierry de Montbrial. Alors, mais malgré tout, on a vu, donc on a quand même ces prises de parole un peu différentes, ces prises de distance assez légères encore vis-à-vis des Américains. On a quand même vu aussi un Emmanuel Macron aux anges aux États-Unis.
Oui, alors malgré ces petites dissensions entre l'Europe et les États-Unis, on sent que l'Europe est toujours soumise. Le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis en est un merveilleux exemple. Il a été très 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 bien reçu par les Américains, mais ça ressemble tout à fait effectivement au voyage du principal vassal vers son suzerain qui lui donne les honneurs en échange de son allégeance. Alors c'est malheureusement quelque chose que les médias n'ont pas exprimé de ce point de vue, mais c'est effectivement ce que l'on ressent quand on regarde dans le détail. Il y a un deuxième sujet aussi qui est important, c'est la manière, et là on n'est pas lié aux États-Unis, c'est la manière dont les pays scandinaves, eux, baissent totalement les chines vis-à-vis de la Turquie. Un ministre suédois a dit qu'ils étaient humiliés parce qu'ils avaient dû répondre à toutes les demandes de la Turquie pour qu'ils puissent adhérer à l'OTAN. Il faut savoir que le président Erdogan a commencé par exiger que la Suède et la Finlande durcissent leur législation antiterroriste et imposent, comment dire, contre les Kurdes et imposent une levée de l'embargo sur les armes qu'ils avaient demandé contre la Turquie en 2019. Ensuite, ça n'a pas suffi. La Finlande et la Suède ont dû accepter non seulement cette demande turque, mais Ankara a surenchéri. Il y a eu une longue liste de terroristes, entre guillemets, qui a été transmise aux deux pays pour qu'ils soient expulsés et qu'ils bénéficient plus de l'asile en Suède et en Finlande. Et puis, Ankara est allé encore plus loin, puisqu'il a exigé la démission d'un ministre suédois qui aurait participé à une fête pro-PKK il y a 10 ans, tenez-vous bien. Et puis, l'ambassadeur de Suède a lui aussi été convoqué à Ankara parce qu'une émission de télévision s'était moquée d'Erdogan. Donc on est vraiment dans une montée permanente Oui. du chantage de la part des Turcs. Et les Turcs sont allés plus loin. Ils ont même demandé au gouvernement suédois d'enquêter sur un rassemblement organisé à Stockholm par un groupe jugé proche du PKK. Et ils ont aussi expulsé un certain nombre de membres du PKK. Donc on est vraiment dans non seulement nous baissons les chines vis-à-vis des États-Unis, mais alors ces petits pays scandinaves se couchent littéralement devant la Turquie qui profite de la situation. Mais c'est incroyable de voir à quel point ils se couchent. En effet, vous avez raison de le signaler. Et alors, dernier point, évidemment, revenons sur la scène ukrainienne pure, c'est-à-dire la scène militaire. Où en sont enfin, où en est le poste de guerre et puis les éventuelles négociations pour une sortie de guerre? Alors d'abord sur le plan militaire, le front est stable, les Ukrainiens ne progressent plus, ils subissent toujours des pertes et les Russes grignotent du terrain dans le Donbass, mais tout ça se fait sur quelques kilomètres, il n'y a pas de changement majeur. On note néanmoins des cas de désobéissance et de désertion dans l'armée ukrainienne depuis les déclarations d'Ursula von der Leyen qui a parlé des 100 000 militaires ukrainiens tués au cours des 9 derniers mois. Ce sont des chiffres extrêmement importants et très très plausibles, hein. Je crois qu'il il faut pas se leurrer. Oui, Par contre, alors des chiffres, je évidemment, précise, hein, qui ont été effacés après, qui étaient dans la première communication et effacés dans la deuxième, parce que c'était justement peut-être un petit peu trop choquant à voilà. entendre. Et ces chiffres-là, malheureusement, ont généré cette attitude chez les militaires ukrainiens qui se rendent compte qu'ils ne sont que de la chair à canon. Alors on le sait, immédiatement après, tout le monde a dit non, non, il y a 10 à 13 000 morts et on arrive à 100 000 avec les blessés. Bien sûr, tout cela est dans le mensonge. Alors est-ce que le chiffre de 100 000 est absolument exact? On ne le saura jamais, mais en tout cas, on est beaucoup, beaucoup plus près de 100 000 que 13 000. Hmm. Il faut dire également que les Russes annoncent 5 000 morts, ça semble bien sûr sous-dimensionné, mais en tout cas ils sont loin des 100 000 morts que leur prêtent également les Américains. Sur le plan militaire, on estime aujourd'hui que plus de la moitié du réseau électrique ukrainien est hors d'usage. Et il y a encore eu des frappes importantes sur les centres de commandement et les centres énergétiques hier. Et puis sur la question des crimes de guerre où l'Union européenne et les Américains décident en ce moment de vouloir créer un tribunal, les Russes ont bien sûr opposé leur veto et ont dit que ce tribunal n'aurait strictement aucune légitimité. D'accord. Et concernant la voie des sanctions américaines et d'éventuelles négociations? Alors là aussi, sur les négociations, on a un petit peu du chaud et du froid. Les Américains disent que d'un côté, ils ne quitteront pas la voie des sanctions contre la Russie, mais sont prêts à réactiver tous les canaux de communication. Une nouvelle ambassadrice devrait être nommée à Moscou. C'est une femme qui a vécu en Union soviétique, donc qui est une bonne connaisseuse du pays. Joe Biden a lui-même dit qu'il était prêt à parler avec son homologue russe Oui. si Poutine cherchait lui-même à mettre un moyen pour mettre fin à la guerre. Quoi qu'il en soit, de leur côté, les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à répondre. D'ailleurs, ils considèrent que les moyens diplomatiques sont préférables à la guerre, mais il n'est pas pour eux question de parler d'un retrait de l'Ukraine comme condition préalable aux négociations. Et Moscou a aussi rappelé qu'elle ne commencerait pas les discussions sur le New Start, c'est-à-dire le nouvel équilibre des armes stratégiques, tant que Washington fournirait des armes à Kiev. Voilà. Et puis, dernier élément qui n'est pas neutre, les Polonais ont refusé le visa au ministre
des Affaires étrangères russe, Lavrov, pour une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est la première fois que ça se produit. Ça annonce probablement une mort de cette organisation. Et en tout cas, c'est effectivement un geste extrêmement maladroit des Polonais, mais on sait jusqu'à quel point ils sont jusqu'au boutistes dans ce conflit. Oui, bien, on en a déjà parlé. On en avait encore parlé avec quelqu'un qui réside en Pologne, David Engels, hier, sur l'alignement également de la Pologne sur les États-Unis, qui peut-être y trouvent ici leur meilleur allié. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Denessé, spécialiste du renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR. Merci pour tout. Retrouvez Ligne droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.